Voilà, très bien, merci infiniment. Bien, donc je suis le second 18e à prendre la présidence aujourd'hui après Jean-François Chauvard, et je crois vraiment que ça n'est pas un hasard, et la session de ce matin l'a déjà bien montré, en fait. Je crois qu'on a bien vu toute la continuité entre l'Ancien Régime et la Restauration, en ce qui concerne notre sujet. Nous voyons bien que cette question des indemnités de 1825, elle doit tout aux événements révolutionnaires, elle doit tout à la tentative déjà impériale de reconquête de 1802-1803, mais elle doit beaucoup aux conditions antérieures de mise en place de cet ordre esclavagiste et colonial. Au fond, nous avons vu ce matin les conséquences de la mise en place de la coutume de Paris. Nous avons vu les mises en place de l'ordre aussi social, nobiliaire et d'ancien régime. Alors après cette première session, nous entrons, qui a mis en place la scène qui va nous occuper pendant ces 3 jours. Eh bien, nous approchons de ces indemnités de 1825, et nous commençons à aborder la question des secours, des indemnités avant 1825. Alors je passe immédiatement la parole à Rémi M. Delacote, qui est maître de conférence à Sorbonne Université. C'est un spécialiste d'histoire religieuse, d'histoire politique, qui a travaillé sur la grande aumônerie de France, qui est un spécialiste également de la politique concordataire, et qui travaille aujourd'hui sur ce versant des immigrés à travers son intervention compenser, récompenser l'immigration. Rémi, je vous cède la parole pour entre 20 et 25 minutes. Merci beaucoup. Monsieur le Président, et merci aux organisateurs, à Frédéric Régent en particulier, de m'autoriser à faire un petit pas de côté, puisque ce que je vous présenterai aujourd'hui, ce sont les premiers résultats d'un travail que j'ai entrepris sur un fonds assez abondant, mais qui, à ma connaissance, n'a pas été exploité de manière systématique jusque-là. Ce sont donc les fonds relatifs aux pensions accordés sur la liste civile sous la Restauration, et en particulier les fonds accordés aux émigrés. Ils avaient déjà été signalés dès 1933 en annexe d'un article de Georges Bourgin dans la Révolution française sur les papiers de l'émigration dans la sous-série O3 des archives nationales. Mais il est vrai que pour le moment, ce sont davantage les fonds judiciaires ou policiers qui ont permis d'identifier les émigrés, ou bien les fonds relatifs à l'indemnité de 1825 qui ont retenu l'attention. C'est un fonds que j'ai rencontré il y a quelques années lorsque je m'étais interrogé sur les retours d'émigration du clergé après 1814. Or, après la chute de l'Empire, la qualification juridique de l'émigration est devenue caduque, le débarquement d'un monarque lui-même émigré n'en faisant plus de facto une infraction à la loi. J'avais donc été obligé de recourir aux pensions qui avaient été accordées à partir de 1814, seul moyen d'identifier plus ou moins un certain nombre de clercs ou de religieuses restés en terre étrangère ou rentrés avec Louis XVIII. Et à cette occasion, j'avais pu mesurer le caractère parfois très relatif des critères retenus. Près de 8% des pensionnés ecclésiastiques en question, qui étaient tous censés être rentrés avec le roi en 1814, ayant en fait regagné le territoire français dès auparavant, voire ayant déjà pris rang dans le clergé concordataire, ce qui les mettait théoriquement à l'abri du besoin. Il apparaissait donc qu'il y avait des pensions qui étaient données aussi avec des critères assez élastiques. Alors ma communication de ce jour s'inscrit dans le prolongement de cette première exploration, et je dois le dire tout de suite, je proposerai des résultats assez provisoires et surtout des résultats comptables. On a les moyens sans doute de pouvoir établir une sociologie des pensionnés, au moins pour les 5 premières années de la Restauration, parce qu'il y a les fonds, mais ils sont très abondants, ils sont éclatés, ils nécessitent des recoupements importants. Par conséquent, aujourd'hui, je vais surtout vous proposer une analyse quantitative, faire le point sur les sommes mobilisées en faveur des émigrés par les listes civiles de Louis XVIII et aussi de Charles X, comme on le verra, une idée du nombre de personnes secourues, les différents types de secours accordés et leurs évolutions respectives, et puis je tenterai un petit essai de chronologie. On pourra s'interroger d'ailleurs sur un éventuel effet de l'indemnité de 1825 sur la politique d'assistance aux anciens émigrés, mais on verra que c'est assez loin d'être évident. Alors pour commencer, peut-être déjà replacer, comme vous le voyez sur le diaporama, les pensions qui ont été accordées aux émigrés sur la liste civile au sein d'un dispositif beaucoup plus vaste d'aide aux émigrés,
dont j'exclus évidemment les indemnités de 1825, hein, ça paraissait évident. Mais vous avez en fait tout un dispositif de secours, de gratification ou de récompense, les trois n'étant d'ailleurs pas toujours distincts et au sein desquels il faut évidemment replacer ces fameuses pensions. Il y a des aides et gratifications qui sont directes. C'est le cas en particulier, il faut rappeler, des pensions militaires. Il y a des fonds qui sont discutés chaque année lors de la discussion du budget, mais qui sont réservés aux vétérans des armées émigrées. Il y a 2 millions à l'origine qui ont été réservés pour eux, ainsi que de membres de la maison militaire de Louis XVI. C'est un premier moyen de récompenser des émigrés. Il y a également des pensions pour les combattants des guerres de l'Ouest, 250 000 francs au départ, ça en finira à 700 000 sous Charles X, qui sont bien connus parce qu'ils ont servi de base à Claude Petitfrère dans sa thèse pour donner une sorte de sociologie des combattants du Maine-et-Loire au moment des guerres de Vendée. Vous avez aussi des aides indirectes auxquelles il faut penser, l'attribution de places, de grades, avec un effet d'avancement, l'émigration, certains faits d'armes en émigration, ou bien la défense des Tuileries en 1792 permettant d'avoir de l'avancement, ce qui est évidemment assez mal vu des combattants de la Révolution et de l'Empire. Il y a les décorations, il ne faut pas oublier qu'une décoration, ça n'est pas seulement symbolique, mais c'est toujours associé à une pension. Et puis, vous avez aussi les secours du ministère de l'Intérieur qui ont pu en particulier s'adresser à ce qu'on appelle les pauvres honteux, c'est-à-dire des personnes de condition mais qui n'ont plus les moyens de vivre selon leur rang et qui ont été étudiées par la thèse de Nathalie Paulauquin-Claret. Et puis, vous avez aussi, je les ai signalés dans les aides directes, mais j'y reviens maintenant plus particulièrement, les fonds particuliers du roi. Autrement dit, la cassette personnelle du roi, 600 000 francs par an. Et sur cette cassette, vous avez un certain nombre de secours qui sont attribués. Et des secours qui, parfois, sont extrêmement importants. Je pense notamment à quelque chose que je connais bien. Les évêques d'Ancien Régime qui n'ont pas accepté le concordat sont pensionnés depuis l'été 1814 sur la cassette personnelle de Louis XVIII, un traitement de 12 000 francs par an, en sachant qu'un évêque en place au début de la Restauration est payé 10 000 francs par an. On voit le caractère très stratégique, on les paye plus au début que les évêques qui sont en place, mais c'est un moyen aussi d'éviter l'agitation de la petite église, en tout cas de la limiter. Il faut redire que sur sa cassette personnelle, le roi gère comme il l'entend les sommes qui sont à sa disposition, et il n'en rend pas compte, donc ce sont des sommes qui échappent, y compris à la liste civile. C'est une sorte de liste civile dans la liste civile, c'est pour ça que je n'en parlerai pas, mais il faut avoir cela à l'esprit. Il y a aussi d'autres aides que celles dont je vais parler maintenant. Auparavant, peut-être dire un mot sur ce qu'est la liste civile, dont je rappelle que c'est une institution qui a été établie en 1791, au moment de la monarchie constitutionnelle, sur le modèle britannique, qui a été reprise sous l'Empire et qui, sous la Restauration, est fixée par la loi du 8 novembre 1814. Elle consiste dans le cumul à la fois d'une dotation financière annuelle, qui est fixée une fois pour toutes au début du règne, 25 millions de francs par an, et également une dotation patrimoniale, des éléments du domaine de la couronne, mais qui rapportent aussi, donc qui viennent abonder cette somme de 25 millions annuels. Ce sont des moyens financiers et matériels mis à la disposition du roi par la nation, qui font retour au patrimoine national à la mort du monarque, qui ont la représentation pouvant les réattribuer à son successeur, c'est ce qui se passera avec Charles X, mais le monarque les administre sans en rendre de compte. Donc, il n'y a pas de discussion du budget. Il est fixé une fois pour toutes au début du règne de Louis XVIII. Sur ces questions-là, je renvoie à la thèse d'histoire du droit de Damien Salles, qui est extrêmement complète sur tous ces aspects administratifs. C'est sur ces fonds de la liste civile, en dehors de la cassette royale, je le redis, que sont attribuées des pensions aux émigrés, qui ne sont pas attribués néanmoins avant le début de la seconde restauration. Les premiers états de décision datent de l'automne 1815 en ce qui concerne les pensions pour les émigrés. Le sort matériel des émigrés avait évidemment déjà été une préoccupation de la première restauration. Leur sort avait été pris en charge en grande partie par le ministère de la Maison du Roi, alors dirigé par le comte de Blacas, favori de Louis XVIII, qui fait le lien avec la période de l'émigration. Le travail de cette époque-là, c'est d'abord d'établir les droits et les titres des anciens émigrés à une pension ou à d'autres récompenses, parmi celles que j'ai détaillées plus haut. Un travail de vérification, notamment, a été mené par une commission présidée par l'ancien garde des Sceaux, Barentin, qui a dressé des listes, parfois avec l'aide d'autres personnes, notamment pour les ecclésiastiques émigrés. Ce sont des évêques présents à Londres, des évêques donc qui n'ont pas démissionné, des évêques d'Ancien Régime, qui dressent la liste des ecclésiastiques auxquels il faudrait accorder une pension ou un secours. Et des secours provisoires ont été accordés dès 1814 sans qu'on puisse parler de pension.
Sauf pour, voilà, j'ai parlé des évêques tout à l'heure, mais eux, c'est directement sur la cassette du roi. Ce sont des sommes qui, à ce moment-là, sont encore acquittées par le premier valet de chambre et le trésorier du roi. Il n'y a pas vraiment de distinction entre les fonds personnels du roi à ce moment-là et les fonds de la liste civile. Cela changera par la suite. C'est donc au début de la deuxième restauration qu'interviennent l'établissement des premières pensions, l'attribution des premières pensions. Le travail d'examen des dossiers d'attribution des pensions passe alors à une autre commission présidée par un certain monsieur de Rochefort. Alors je n'ai pas réussi pour le moment à identifier qui était ce monsieur de Rochefort. Il ne semble pas, on ne le trouve pas sur les états du ministère, donc il ne semble pas avoir appartenu formellement parlant au ministère de la Maison du Roi. Une commission qui en réalité aurait fonctionné de manière assez peu collégiale, puisqu'en 1821, le ministre de la Maison du Roi parle en réalité d'un comité composé réellement d'une seule personne avec des commis sous ses ordres. Il ordonne donc, quelques semaines plus tard, que ce comité soit réuni au bureau des pensions, et c'est le bureau des pensions du ministère de la Maison du Roi qui, jusqu'à la fin, gérera ces pensions. Les ministres approuvant les états dressés par ce bureau des pensions et ordonnançant ensuite les sommes qui doivent être versées par l'intendance du Trésor de la liste civile, distincte des fonds de l'État. Quelle est la part du monarque dans tout cela? Elle apparaît réduite, même si tous les états sont évidemment signés par lui, formellement parlant. On peut penser qu'il suivait avec plus d'attention l'utilisation des fonds de sa cassette personnelle. On peut penser aussi que sa patte se retrouve derrière certaines gratifications. Il y a une très grosse pension qui est accordée au mois de février 1816 à Madame de Balby, ancienne maîtresse du comte de Provence, 12 000 francs. C'est assez exceptionnel dans l'ordre des pensions qui sont versées aux émigrés. Là, on peut supposer qu'il y a Louis XVIII derrière. Mais de manière générale, on peut quand même retenir que la gestion des pensions est très formalisée et globalement bien intégrée à la machine administrative. J'en arrive au poids de ces pensions dans cette liste civile. Ces pensions sur la liste civile se répartissent entre deux fonds initiaux. Un premier fonds d'1 million au départ, qui est destiné aux anciens serviteurs des maisons du roi, de la reine et des princes sous l'Ancien Régime, qu'on appellera jusqu'à la fin de la période des pensions civiles. Et puis un fonds de 2 millions à l'origine, qui lui est appelé aussi, dès l'origine, les pensions d'émigrés, c'est le terme que l'on retrouve dans les états comptables de la Maison du Roi, en sachant que si on regarde les intitulés exacts de quelques états de décision, c'est un peu plus complexe. État de proposition de pension à des personnes émigrées, vendéennes ou victimes de la Révolution, on trouve cela en janvier 1816, en état de proposition des pensions pour des veuves ou enfants d'émigrés pour des Vendéens ou des victimes de la Révolution, on est en février 1816. De fait, si les émigrés dominent et ont donné leur nom à ce fonds, ils ne sont pas seuls. Vous avez des Vendéens aussi, alors j'évacue tout de suite la question, on les trouve, il est difficile de savoir combien il y en a exactement tout au long de la période. On les repère souvent parce que les pensions sont moins importantes que pour les émigrés. Juste un chiffre quand même, à la fin de la période, on sait qu'il y a environ 1500 pensionnaires vendéens, soit environ 18% des pensionnés, mais qui se partagent 7,5% des fonds. Ça nous donne quand même une idée du traitement différencié entre les émigrés et les Vendéens. Quelques mots sur les sommes qui sont versées. Vous allez voir que ce sont des sommes relativement importantes. Donc, ils sont autour des budgets initiaux les 3 premières années. On est entre 2 millions et 2,5 millions de francs. Il y a déjà un dépassement. Et puis, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, il y a un pic sur ce graphique. Il y a un pic qui intervient dès 1819. Pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une augmentation de 750 000 francs qui a été décidée pour faire face aux dépenses. Une deuxième augmentation de 800 000 francs qui concerne les émigrés résidant jusque-là en Grande-Bretagne et pensionnés par la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne avait pensionné les émigrés présents sur son sol. Il y avait un système de secours qui était présent. Ces secours sont pris en charge à compter de 1819 par la liste civile, et non pas par le ministère des Affaires étrangères, comme cela aurait été le souhait notamment de la liste civile elle-même, mais c'est la liste civile qui va s'en occuper. Et puis vous avez également 500 000 francs qui avaient été donnés par avance, un crédit supplémentaire, dès 1818, mais imputé sur l'exercice 1819. Je précise qu'il s'agit là des exercices et non pas des années, parce que les exercices comptables s'étalent généralement sur un certain nombre d'années, jusqu'à 5 ou 6 la plupart du temps. Et puis par la suite, vous voyez, on a un budget qui va se stabiliser à partir de 1820 autour de 3 millions 75, 3,8 millions. Mais ce sont des chiffres qui ne sont jamais atteints, mais on tourne quand même globalement autour de on est entre 3 et 3,6 environ.
Alors ce sont des chiffres intéressants, mais qu'il faut évidemment rapporter à des ensembles plus vastes. Je les ai rapportés ici par rapport aux dépenses sur la liste civile, donc même chose. Or, on n'a pas les derniers exercices comptables de l'Ancien Régime, il nous manque les exercices 1828-1829, ils n'ont jamais été clos, parce qu'encore une fois, ça prenait toujours du temps de clore les exercices comptables. Mais vous voyez qu'on part d'une proportion qui est autour de 7-6%. Les 3 premières années, et puis dès 1819, on passe résolument autour de la barre des 10%, on va atteindre en 1819 jusqu'à 14%, ensuite on est autour de 13, 12, 11%, une exception en 1825, mais elle s'explique parce qu'il y a des crédits exceptionnels cette année-là pour le sacre de Charles X, mais autrement, on a quand même un volume qui est tout à fait important, et si on le compare à d'autres postes de dépenses similaires, ceux pour les pensions civiles, les secours, les indemnités, les aumônes, tout cela étant versé également par le ministère de la Maison, on voit qu'on est très très nettement au-dessus. Je vous donne juste ici un exemple pour 1830 parce que c'est là où on a les catégories les plus fines. L'ensemble des pensions, secours versées par la liste civile, les émigrés occupent, c'est en couleur orange, occupent 60%. 60% des fonds de la liste civile. Alors j'ai parlé jusque-là des émigrés, de pensions des émigrés, mais il faut bien voir que cela recouvre en fait des gratifications qui sont de nature diverse. Alors ce n'est pas toujours évident à saisir, c'est pour ça que je me suis permis de faire un tableau qui nous permettra de mieux voir cela. Ça n'apparaît pas notamment de manière comptable. De manière comptable, on confond toutes ces pensions des émigrés dans la même catégorie, mais en revanche, vous voyez, c'est un peu petit, je ne savais pas exactement ce qu'on aurait comme... Je pensais qu'on aurait un plus grand écran, mais je fournirai cela, je vais l'expliquer. Vous avez plusieurs registres, en fait, qui servent à identifier les pensionnés. Vous avez un premier registre qui est le registre numéro 1, qui concerne les pensions civiles d'1 million, donc ça, c'est les anciens serviteurs des maisons royales et princières. Le registre 2, ce sont des pensions réversibles, mais j'avoue que je n'ai pas trouvé énormément d'éléments là-dessus. Après quoi, vous avez les 3 registres, enfin, les registres que j'ai inscrits en rouge ici. Le registre 3 concerne les pensions d'émigrés à proprement parler. Vous avez un registre 4, toujours pris sur le même fonds, mais qui, lui, consiste en des traitements provisoires. C'est-à-dire qu'on verse un traitement dans l'attente de trouver une fonction soit dans l'armée, soit dans le clergé. Il faut dire que c'est un fonds très nettement. Il y a quelques femmes qui sont pensionnées, mais il n'y a quasiment que des hommes. C'est vraiment l'exception, alors que dans le registre 3, on a un sexe ratio qui est beaucoup plus équilibré. De même que dans le registre 5, où vous avez en fait des secours, au départ secours mensuels, qui en 1818 deviennent des secours annuels, mais qui sont des avances. En attente de régularisation, s'il y a une pension qui est donnée, les secours devront être remboursés, en tout cas déduits de la pension qui sera accordée. Et puis enfin, vous avez tous les registres qui concernent les émigrés sur le sol britannique, donc c'est le fonds de 800 000 francs. J'indique juste en 7e position les pensions de grâce, donc qui ne sont accordées ni à des émigrés ni à d'anciens serviteurs, un petit fonds de 50 000 francs qui est mis en place à partir de 1820. Comme vous le voyez néanmoins, il y a donc une structuration, il y a une différenciation, en sachant qu'il y a des passages qui sont possibles de l'un à l'autre. En fait, il y a une forme de rigidité, mais il y a aussi une forme de souplesse. Il y a des transferts assez fréquents d'un fonds à un autre, et même une sorte de gradation. De manière générale, on peut passer d'un secours à un traitement provisoire, puis d'un traitement provisoire à une pension, en sachant que l'inverse existe aussi. On a quelques cas à l'inverse, où quelqu'un qui aurait obtenu une pension sur l'armée, par exemple, va abandonner donc ipso facto sa pension sur la liste civile. Elles sont conditionnées au fait qu'on n'a pas d'autres ressources, mais comme la pension de demi-solde est généralement moins favorable, on va compenser en offrant soit un traitement provisoire, soit un secours. L'esprit dans lequel a été attribué ces pensions, je crois qu'il est bien résumé par un rapport du comte de Pradel, directeur général du ministère de la Maison du Roi, lorsqu'il écrit en 1818 à Louis XVIII, en accordant sur sa liste civile des traitements ou des pensions à des personnes émigrées ou ruinées par la Révolution, l'intention de votre Majesté a été de leur assurer des secours alimentaires, plutôt que la récompense de leur dévouement et de leur service, puisque les ressources que présentent les revenus du roi seraient extrêmement insuffisantes pour l'un et l'autre objet.
Et de fait, les quelques sondages que j'ai pu faire dans les registres des deux commissions successives, celle de Barentin d'abord et celle de Rochefort, que je compléterai plus tard, comme vous l'avez compris, et qui examinent les demandes de pension, concordent a priori avec cette affirmation, même si les considérations politiques ne sont pas exclues. Le critère de la situation économique des demandeurs est primordial. Mon impression, c'est que l'administration de la Maison du Roi s'est davantage comportée en bureau de charité qu'en agent de conformisme idéologique. Mais cet objectif d'assurer des secours efficaces au mieux des sommes allouées a cependant été, il faut bien le dire, contrarié par la nature même des publics visés. Des milliers de bénéficiaires dispersés sur l'ensemble du territoire français et même du continent européen, avec des délais de paiement parfois très longs, des situations personnelles et même en permanente évolution, l'obtention d'un emploi ou des décès. Beaucoup de pensions accordées n'ont pas été réclamées, ce qui a même conduit en 1818 à décider d'un délai au terme duquel la pension pouvait être suspendue. Et souvent, si on regarde l'écart entre le budget prévu ici en orange et les dépenses réalisées en bleu, vous voyez qu'au début des années 1820, vous avez un écart important. On a une gestion qui est assez fluctuante, assez flottante. On rajoute souvent des crédits supplémentaires en cours d'exercice pour finalement les retirer et ne pas atteindre le budget initialement prévu à la fin, ce qui montre que le système montre peut-être des signes d'essoufflement au début des années 1820. C'est pourquoi le règne de Charles X coïncide avec une simplification déjà annoncée dans les années précédentes, puisque vous pouvez voir par exemple que le registre 4, les pensions provisoires, s'arrête dès 1823. Il n'y a plus de traitement provisoire accordé dès 1823. Et donc avec Charles X, on a finalement trois registres. Un premier registre qui est toujours le registre 1, donc consacré aux anciens serviteurs de la maison royale. Le registre 2 est consacré, vous le voyez, aux émigrés, aux Vendéens pour services rendus à la cause royale, soit en France, soit à l'étranger, et pour cause de spoliation par suite d'opinions politiques. Et puis enfin, le troisième, ce sont des pensions de grâce pour des veuves, d'officiers, de magistrats aussi en réalité, mais qui n'auraient pas de moyens suffisants pour subsister. Alors la question qui peut se poser, vous voyez ici, j'ai mis le nombre de décisions. Alors je ne l'ai pas noté et là j'ai oublié de le prendre en note pour le registre 1, mais il est beaucoup plus fort. C'est le registre 2 qui l'emporte très nettement, et vous l'avez encore vu à la fin dans ce que j'ai représenté tout à l'heure. Donc en 1830, vous voyez, 60%, encore une fois, des pensions accordées sur les listes civiles le sont par le registre 2. Comment est-ce que cela peut s'expliquer sur le long terme? Alors il faudra pour cela que je reprenne tous les états et que je les note. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous propose au moins de regarder pour 2 années comment cela fonctionne. La première année, c'est 1823. Donc on est à la fin du règne de Louis XVIII. Il y a en tout 451 décisions sur le seul registre 3, les pensions définitives. Et comme vous le voyez, il y a à ce moment-là 370 pensions nouvelles, mais déjà 16,18% de pensions qui sont des pensions transformées, un certain nombre de réversions, quelques augmentations, des rétablissements. C'est-à-dire ils étaient déjà pensionnés, mais leur statut évolue tout simplement. Ça, c'est donc pour 1823. Déjà, on a une part de pensions qui sont en fait la continuation de pensions précédentes, mais il y a toujours des pensions nouvelles qui sont créées. Sur ce nombre de 370 en particulier, vous en avez à peu près la moitié qui sont des pensions pour des Vendéens, des petites pensions de 60 francs environ en moyenne, mais c'est déjà quelque chose. Je passe à 1830, donc dernière année, 432 décisions rendues pour le registre 2, donc toutes pensions dites d'émigrés confondues. Et là, on voit que la part des pensions transformées est passée à près du quart, 23-37%, avec quelque chose d'intéressant qui est la part des pensions de réversion qui pèse pour 70%. Donc les 2 tiers des pensions qui ont été accordées sont des pensions de réversion. La première raison qui explique la poursuite du versement de ces pensions, c'est aussi que très souvent, elles passent à des veuves, elles passent aussi à des filles, parfois souvent des filles, parfois à d'autres descendants aussi, comme on le verra. Mais vous avez aussi des pensions nouvelles qui sont créées. Alors, est-ce que toutes ces pensions sont des pensions d'émigrés? À la vérité, non. Les liquidateurs de la liste civile en 1830, qui ont pu établir une comptabilité très précise, disent qu'on a également dans ce lot des personnes qui sont des militaires, des magistrats, enfin des veuves souvent, de militaires, de magistrats, d'autres fonctionnaires de la République et de l'Empire, qui ne trouvant pas de fonds sur les pensions de grâce, sont rétribués sur les pensions d'émigrés. Et de fait, on voit quand on regarde les États que les catégories se brouillent de plus en plus vers la fin des années 1820. On n'arrive pas toujours à déterminer exactement pourquoi les personnes ont été pensionnées, et la mention des pensions d'émigrés se fait de plus en plus rare au sein de ce fonds numéro 2. Donc il y a quand même un renouvellement aussi
du public qui est visé par ces pensions dites pensions d'émigrés. Ça ne veut pas dire que la catégorie d'émigrés ait perdu toute valeur, puisque je vous prends là juste une des dernières décisions du régime que je trouve très intéressante. Le 30 mai 1830, une pension de 100 francs est attribuée à chacun des 12 enfants d'une même famille. Je suppose que c'est une fratrie, âgée de 17 ans à 3 mois, jusqu'à leur majorité. Seulement jusqu'à leur majorité, mais enfin, ça fait tout de même, pour celui qui a 3 mois, ça fait 21 ans de pension. La raison, ce sont des petits-fils d'émigrés. On voit quand même qu'il y a une sorte de mémoire longue qui se transmet jusqu'en 1830. Alors ma conclusion, j'avais introduit ces deux termes de compensation ou de récompense dans mon titre, eh bien, sans les exclure ni l'un ni l'autre, je pense que les pensions et les secours accordés aux anciens émigrés ne relèvent pas vraiment des deux. Ils entrent surtout dans une logique d'assistance et ils sont le reflet de la situation économique souvent dégradée, pour ne pas dire précaire, qui concerne ces bénéficiaires, des ecclésiastiques restés volontairement ou non à l'écart du système concordataire, des militaires ayant consumé leur force en exil, quelques orphelins sans le sou, des veuves, des demoiselles, tout cela étant à vérifier par des recherches ultérieures. Mais ce qui est certain, c'est qu'en prenant en charge ces secours sur les fonds de la liste civile, le pouvoir royal a soustrait la question du champ des débats politiques, puisqu'il n'y a pas de débat annuel d'un point de vue budgétaire. Et il n'est pas certain que cela ait été du goût de tous les partisans du régime. À propos des évêques payés sur la cassette du roi, on va assimiler ça aux pensions d'émigrés dont j'ai parlé, je reprends un rapport de l'été 1814 qui dit, qui regrette, on a l'air de vouloir séparer cette intéressante portion du clergé du reste de la nation. Et si en 1816, les ministres de l'Intérieur successifs, Vaublanc et Lenné, ne s'étaient pas opposés à Louis XVIII et au duc de Richelieu, c'est le ministère de l'Intérieur qui aurait payé les fonds des ecclésiastiques restés en Angleterre et non pas la liste civile. On voit que le sujet est trop brûlant et donc la liste civile permet de le traiter, mais sans le porter sur la place publique. De ce point de vue, l'indemnité de 1825 doit aussi se lire comme une mesure symbolique qui réintègre les émigrés à la nation, avec les oppositions que l'on sait. Et l'ironie du sort, tout de même, c'est que la chute de la Restauration va faire que la liste civile de Charles X va être liquidée. Les liquidateurs devront se prononcer sur le maintien ou non des pensions qui avaient été accordées aux émigrés. Donc, in fine, tout de même, cette question des émigrés pensionnés aura été portée devant la représentation nationale. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cette communication vraiment parfaitement minutée et puis sur une recherche en cours, mais qui est tout de même très aboutie. Je crois que nous avons été vraiment parfaitement introduits à cette tension, je pense qu'on va retrouver pendant ces 2 jours de colloque entre la définition d'une catégorie, la construction d'une catégorie, et puis la diversité des situations. C'est-à-dire, dès le moment où on ouvre la boîte, en fait, on s'aperçoit que derrière, il y a une très grande variété à la fois de secours et de demandeurs. Alors nous allons continuer dans la même direction en écoutant la communication de Madame Amanda Maffei, donc qui est docteur de l'Université de Milan et de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Amanda Maffei a travaillé sur le modèle républicain conservateur, hein, donc l'idée d'une république mais qui ne reposerait pas sur la démocratie et la circulation de ce modèle entre les États-Unis, la France et Saint-Domingue, hein, ce qui la met vraiment, je pense, au cœur des problématiques de ce colloque. Elle est l'auteur de plusieurs articles, en particulier sur l'esclavage et les réfugiés français aux États-Unis, et donc elle va faire un peu, je pense, le pendant de ce que nous venons d'entendre, mais du côté des réfugiés de Saint-Domingue. Voilà, chers collègues, c'est à vous pour 25 minutes. Ok, alors merci beaucoup pour cette belle présentation et surtout pour l'invitation et pour cette occasion de partager mes recherches. Et je tiens cependant à m'excuser par avance car je ne pourrai pas malheureusement assister à l'ensemble du colloque et je le regrette sincèrement. Alors, l'indépendance d'Haïti, proclamée en 1804, marque une rupture majeure dans l'histoire impériale française. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne mettent pas fin au débat sur l'avenir des anciens colons, sur leur perte, ni sur le rôle que la France aurait dû jouer face à ces bouleversements. Bien au contraire, entre 1791 et 1825, la question des sécures et des indemnisations reste au cœur d'un conflit politique, juridique et militaire, révélant la persistance dans l'imaginaire des reconquêtes et des restaurations impériales. Ce que je voudrais montrer ici, c'est comment cette question apparaît
apparemment technique, celle de l'aide à apporter aux colons, devient en réalité un outil politique. Elle se transforme en levier pour penser la reconquête de l'île, ou du moins pour maintenir vivant l'idée d'un ordre colonial à restaurer, fondé sur la propriété, la hiérarchie raciale et la puissance économique de la France. Pour cela, je m'appuie sur une série de textes, de mémoires, de projets rédigés par les colons eux-mêmes, souvent réfugiés en métropole, ruinés, mais toujours actifs politiquement. Ces écrits montrent que les sécures ne sont jamais perçus comme une simple assistance humanitaire, mais ils sont conçus comme des instruments de mobilisation, des moyens d'inscrire les colons dans une stratégie impériale en les transformant parfois en citoyens soldats, parfois en figures à indemniser. Cette histoire s'inscrit dans une tension plus large entre deux visions de la colonie, l'une domaniale, voit les possessions d'outre-mer comme des propriétés privées à défendre, l'autre impériale, en fait des espaces stratégiques intégrés à la puissance de l'État. Nous verrons comment ces deux visions s'affrontent et se recomposent depuis l'Ancien Régime jusqu'à l'ordonnance de 1825 qui marque en tournant, non seulement en entérinant l'indépendance d'Haïti, mais aussi en imposant aux anciens esclaves de payer leur liberté. C'est précisément pour mieux comprendre ces logiques de continuité et de rupture que ce travail choisit de répartir de l'Ancien Régime, car c'est dans cette période que se forment les grands équilibres ou les équilibres entre pouvoir local et autorité impériale, entre propriété privée et services publics, entre colons et métropole. Ce retour en arrière permet ainsi de mieux saisir ce qui, après 1789, change profondément, ce qui tente de renaître sous une forme nouvelle et surtout ce que les colons, les années 1820, espèrent restaurer. À la veille de la Révolution, Saint-Domingue représente bien plus qu'une colonie prospère. C'est une pièce maîtresse de l'économie impériale française. Mais l'ordre colonial qui règne repose sur un équilibre fragile, voire instable, entre l'autorité de la métropole et l'autonomie jalouse des colons. D'un côté, l'État entend garantir la stabilité, organiser la défense et maintenir un certain ordre public. De l'autre, les planteurs cherchent à préserver leur liberté d'action, leur gestion privée des terres et des hommes, leur propre vision de l'autorité. Cette tension traverse tous les systèmes coloniaux et elle se manifeste très clairement dans les rapports qu'entretiennent les colons avec l'institution militaire. L'un des traits les plus marquants de ce que certains historiens appellent l'esprit colon, entre guillemets, est justement une forme de entre guillemets, antimilitarisme, non pas par principe, mais parce que le service militaire est vu comme une perte de temps, un obstacle à la rentabilité, voire une menace par l'autonomie locale. Dans une société fondée sur l'enrichissement rapide, les colons préfèrent investir dans leur plantation, dans les commerces et dans la maîtrise de leurs esclaves, plutôt que de participer à une défense qu'ils estiment coûteuse et inefficace. Ce rejet du service militaire est parfaitement exprimé par Émilien Petit dans une lettre adressée au gouverneur d'Estaing, où il plaide en faveur de la suppression des milices, un service militaire pour lequel ils ne sont pas faits et auquel ils n'ont pas de temps à donner, a toujours été l'occasion des vexations les plus criantes. Votre attention sur des traitements aussi insupportables peut seul prévenir le découragement qui va renouveler le rétablissement des milices. Si on en règle autrement les services, et un règlement qui sera l'expression des sentiments que vous avez bien voulu m'annoncer, acquérera le cœur des habitants. Et pourtant, dans les débuts du XVIIIe siècle, l'Empire tente de réaffirmer sa présence. La guerre de 7 ans, en particulier, révèle les limites du système des milices locales. Mal coordonnées, mal formées, elles peinent à défendre efficacement les territoires. C'est dans ce contexte que l'État décide de renforcer sa mainmise en envoyant des troupes régulières, puis en créant un corps permanent, la Légion de Saint-Domingue. Mais ces soldats venus de la métropole, souvent mal acclimatés, très exposés aux maladies, ne s'intègrent pas dans la société locale. Pire encore, leur présence suscite méfiance, tension et critique de la part des élites créoles qui veulent une intrusion de l'État central dans leurs affaires. L'ordonnance générale du 15 janvier 1765, rendue par le comte d'Estaing, célèbre pour avoir imposé la séparation entre miliciens blanches
Blancs et gens des couleurs tentent alors un compromis. Elle réorganise les milices blanches répondant à la demande des petits planteurs installés loin des centres urbains, préoccupés par les contrôles du marronnage. Mais en même temps, elle accorde des exemptions à certains grands propriétaires, soucieux de préserver leur tranquillité. Ces compromis fragiles relèvent une chose: l'État cherche à affirmer son autorité, mais il doit composer avec les logiques économiques et sociales propres à la colonie. Derrière ces tensions, on aperçoit un clivage plus profond que l'historien Bernard Guénaud a très bien théorisé. C'est lui qui oppose une conception domaniale de la colonie, centrée sur la gestion privée, la propriété et les profits, à une conception impériale fondée sur l'intérêt général, la souveraineté étatique et les contrôles publics de l'ordre. Ces clivages traversent les conflits entre gouverneurs et conseils. Il anime les débats sur les rôles de l'armée et surtout, il apparaît à chaque moment de crise quand les colons se tournent vers la métropole pour demander aide, protection ou sécurité. Ce qui est important ici, c'est aussi la place occupée par les colons lui-même dans ce système. Avant 1789, les grands planteurs blancs cumulent le pouvoir. Ils commandent sur leurs terres, exercent parfois des fonctions judiciaires, dirigent la vie locale. Il est à la fois maître, administrateur, arbitre et garant de l'ordre. Son pouvoir, bien que local, est reconnu tant qu'il sert les intérêts économiques de la colonie. Mais cet équilibre va voler en éclats avec la Révolution. Et pour comprendre les bouleversements à venir dans les sécures, dans l'usage de la force, dans la place des colons dans la société impériale, il est essentiel de garder à l'esprit ces points de départ. Avant d'être un sujet administré par l'État, les colons se pensent comme un acteur souverain. Ce changement de perspective est au cœur des conflits qui vont marquer les décennies suivantes. Avec la Révolution, l'équilibre déjà fragile entre autonomie coloniale et autorité métropolitaine se rompt brutalement. Les cadres impériaux éclatent, les hiérarchies sont remises en question et avec elles, tout l'édifice sur lequel reposait la société esclavagiste. L'ordre colonial vacille et les systèmes de défense qui avaient jusqu'ici permis de maintenir une forme de cohésion s'effondrent. Dans ce contexte, le rôle des colons change. Ceux qui, sous l'Ancien Régime, tenaient les rênes locales du pouvoir se retrouvent bousculés par l'élargissement de la citoyenneté, par la politisation des conflits et par l'éruption sur la scène politique de nouveaux acteurs, affranchis, libres de couleur, esclaves révoltés. Le service militaire, déjà mal accepté, devient un champ de bataille symbolique. Qui doit défendre la colonie? Qui peut représenter la République? Très vite, les débats sur les secours reflètent ces tensions. Au départ, il s'agit simplement d'apporter une aide matérielle à ceux qui ont tout perdu dans les insurrections. Maisons brûlées, plantations détruites, fortunes anéanties. Mais dès les premières discussions, des questions essentielles apparaissent. Qui mérite d'être secouru? Les colons restés fidèles à la République, ceux qui ont fui, ceux qui espèrent une restauration de l'ordre ancien. Le débat devient alors pleinement politique. Certains députés, face à l'ampleur des demandes, n'hésitent pas à poser la question à voix haute, avec un point de provocation. Est-il juste, est-il utile de permettre aux colons déportés ou réfugiés de retourner à Saint-Domingue? Est-il convenable que le gouvernement les y transporte à ses frais, demandait les coins Puyraveau dans un discours resté célèbre? Cette ambiguïté devient encore plus marquée à partir de 1793-1794, lorsque l'émancipation des esclaves est programmée et les Noirs sont intégrés dans les forces armées. Comme l'a bien montré David Gegus, certains d'entre eux étaient déjà armés auparavant, mais désormais, leur engagement militaire prend une dimension nouvelle. Ils combattent au nom des idéaux républicains contre les Anglais et parfois même contre leurs anciens maîtres. Face à cela, une partie des colons adopte une stratégie d'opposition. Pour eux, les secours ne peuvent aller qu'aux victimes d'un désordre né de la Révolution elle-même. Leur porte-parole, le député Clichamp Viano de Vaublanc, ne mâche pas ces mots lorsqu'il affirme il est impossible de réfléchir sur les malheurs de Saint-Domingue, bien constatés par les témoignages que je viens de présenter, sans voir qu'ils sont causés par la fureur révolutionnaire qui, précipitant l'affranchissement des nègres, a rejeté toutes les mesures qui conseillaient la prudence et mis au contraire dans les mesures adoptées bien plus de haine pour les blancs que d'attachement pour les nègres.
Le sécure devient un moyen de restaurer un ordre social, de réaffirmer la supériorité raciale, de contester l'intégration des anciens esclaves dans l'armée et dans la citoyenneté. En d'autres termes, le sécure devient un instrument de lutte politique, encore une fois. Un tournant majeur s'est produit entre 1795 et 1797. À ce moment-là, les courants conservateurs prennent de l'ampleur sous le directoire et les clubs de Clichy, proches des intérêts coloniaux, devient un relais puissant de revendication des colons. Ce que ces derniers réclament, ce n'est plus seulement un appui financier, mais un soutien actif à un projet de reconquête militaire. Le sécure doit désormais permettre la restauration de l'ordre ancien, ou du moins une version adaptée au cadre républicain. Comme le suggère alors le député Delaye, il ne s'agit plus de protéger les Blancs non par la puissance de loi, mais bien par une force armée imposante et respectable qui rétablisse la calme à l'aide des vrais propriétaires. Dans cette dynamique, les colons ne se présentent plus comme des victimes passives, mais ils profitent des idéaux révolutionnaires pour les tourner à leur profit. Ils affirment leur volonté de servir la République et de devenir les colons soldats. Ils ne demandent plus seulement l'assistance, mais ils proposent leur engagement, leur loyauté, leur force. Les journaux en témoignent clairement. Dans les journaux historiques et politiques de la marine et des colonies, organes majeurs de leur expression politique, on pouvait lire « Nous sentons que ces secours doivent être à la charge à l'État. Mais c'est la faute des colons qui demandent à grands cris leur retour sur leur propriété depuis si longtemps. Et quand le gouvernement lui-même les retient loin de leurs moyens d'existence, peut-il refuser de leur accorder au moins les premiers besoins de la vie? Les premiers besoins de la vie à des hommes qui, fidèles à leur patrie, attachés à leur pays, n'aspiraient qu'à la défendre, ne demandaient, au péril de leur vie, qu'à conserver les territoires français et à les faire respecter des ennemis. À des hommes qui, soldats sur leur propre foyer, eux se franchissent les mers pour agrandir les conquêtes et les richesses nationales. En défendant la propriété coloniale, disait-il, il défend aussi la grandeur de la nation. Cet argument permet de légitimer une revendication plus large, celle d'une intervention militaire de l'État pour garantir la sécurité, la hiérarchie sociale et le retour en production stable. Ce discours n'est pas sans ambiguïté. D'un côté, les colons réclament un soutien public, un encadrement de la part de l'État. De l'autre, ils souhaitent rétablir une forme de contrôle local sur les armées, en se réappropriant de la tradition des milices blanches. Ces modèles, hérités de l'ancien régime, et réactivés dans un cadre républicain conservateur. Les milices deviennent un moyen d'exclure les Noirs de la sphère militaire, de redéfinir la citoyenneté autour de la propriété et de la participation à sa défense. À travers ces logiques, on voit alors apparaître une convergence entre les traditions domaniales et les nouvelles ambitions impériales. Les colons veulent se réintégrer dans l'ordre républicain impérial, mais à leurs conditions. Secourir les colons, ce n'est donc pas seulement leur apporter une aide matérielle, c'est aussi leur redonner une place centrale dans l'Empire. L'armée devient les moyens de reconquête, la preuve de fidélité et la garantie d'un droit à la propriété. Et c'est dans ce cadre que commence à circuler une idée lourde de sens, celle d'un droit à indemnisation non seulement pour les pertes matérielles, mais aussi pour les anciens esclaves affranchis, considérés comme des, entre guillemets, propriétés humaines perdues. Comme les soutenaient par exemple les colons chotardonnais dans les colonnes du journal historique et politique, c'est un acte de justice de rembourser les esclaves qu'on a franchis aux Antilles, par la raison que c'était une propriété autorisée, encouragée même par les lois et les gouvernements, autorisée et maintenue par les deux assemblées qui ont précédé la Convention nationale. Cette idée, encore officieuse, montre jusqu'où certains colons sont prêts à aller pour défendre leur conception de l'ordre, réparer leur misère, oui, mais surtout réparer la rupture en revenant par la force, s'il le faut, à une hiérarchie qu'ils estiment naturelle. L'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799 ouvre une nouvelle phase, celle d'un État fort, centralisé, qui ne renonce pas aux ambitions coloniales, mais les redéfinit selon une logique d'efficacité, d'ordre et de puissance. Les premiers consuls ne reviennent pas immédiatement sur l'abolition de l'esclavage, mais ils suspendent les principes universalistes de la Révolution. La priorité n'est plus la justice, mais les contrôles. Dans cette perspective, les secours aux colons changent de fonction.
Il ne s'agit plus simplement de soutenir des familles ruinées, mais de s'en servir comme levier pour préparer une grande expédition militaire. À partir de 1802, tout converge vers la reconquête de Saint-Domingue. Les secours directs sont alors interrompus. Les fonds publics sont réorientés vers la mobilisation logistique. Cette logique ressort clairement d'une série de rapports émanant du ministère de la Marine. Dans le préambule d'une adressée au consul, on peut lire « D'après l'intention que vous m'avez manifestée de faire cesser les secours que le gouvernement accorde aux colons déportés aux réfugiés, ou du moins de les convertir en genre des dépenses plus utiles au rétablissement des colonies mêmes, j'ai l'honneur de vous proposer 5 projets d'arrêté. Les premières concernent les réfugiés de Saint-Domingue, soit blancs, soit de couleur, qu'il importe de remettre sur leur foyer le plus promptement possible, mais à la charge de seconder militairement les troupes de la République qui arrachent cette vaste colonie à la férocité et à la déprédation de ses usurpateurs. Le second est applicable aux blancs déportés ou réfugiés de nos autres colonies, à qui vous replacerez des secours d'oisiveté par un solde de garde nationale dans les lieux mêmes de leur domicile en France, en attendant que les circonstances vous permettent de les renvoyer sur leur propriété coloniale. Ce service de garde nationale doit leur répugner d'autant moins qu'ils auront à les remplir gratuitement dans leurs colonies respectives, où chaque citoyen est soldat pour la défense et la sûreté commune. Désormais, seuls les colons prêts à s'embarquer, à rejoindre les ports, à participer activement à l'expédition peuvent bénéficier d'un soutien. Les hommes sont armés, intégrés dans les troupes. Les femmes, les enfants et les vieillards voient leur traversée financée. Les secours deviennent une incitation à l'action, une récompense pour la loyauté, une anticipation de la reconquête. C'est à ce moment-là que se réalisent concrètement les projets formulés de 1795 par les milieux conservateurs du club de Clichy. Un secours militarisé, conçu comme un outil de reconquête et de restauration. La colonie n'est plus un territoire perdu, mais un champ de bataille stratégique. Les colons, eux, ne sont plus des victimes passives, mais des instruments au service de la reconquête impériale. Le lien entre sécurité, guerre et propriété devient central. Défendre la patrie, c'est défendre la propriété. Défendre la propriété, c'est relancer la production coloniale. Cette équation revient régulièrement dans les rapports adressés au gouvernement. Je cite, « Le retour de ces propriétaires terminera, je l'espère, celui des cultivateurs, fatigués du joug de ses oppresseurs. La culture commencera à renaître, les manufactures à se rétablir, les commerces nationaux et circonvoisants à trouver leurs débouchés utiles et à fournir des moyens de première restauration. » L'idéal du citoyen propriétaire redevient un horizon, mais dans un cadre impérial où la subordination à l'État est la condition d'existence. En échange de leur loyauté, les colons espèrent retrouver leur plantation, leur autorité, leur monde. Ce basculement n'est pas seulement financier ou administratif, il est aussi idéologique. Le secours devient une preuve de fidélité exigée par l'État, un test d'utilité. Le colon n'a de valeur s'il peut servir. Le recours aux anciennes milices est d'ailleurs réactivé, mais dans un cadre très différent. Désormais, l'État central organise, dirige, encadre. Il n'y a plus de place pour l'autonomie locale. La méfiance envers les élites créoles s'exprime dans le choix des officiers, dans l'encadrement administratif, dans la gestion des troupes. Les colons doivent prouver leur loyauté, non l'imposer. Enfin, dans cette dynamique, le secours prend un double visage. D'un côté, il permet de mobiliser les colons, de les lier à l'expédition. De l'autre, il préfigure une politique de retour à l'ordre ancien. Un ordre où les Noirs, s'ils sont libres, doivent travailler. Un ordre où la hiérarchie raciale est restaurée, même si elle s'exprime désormais dans un langage administratif et militaire. Mais ces projets s'effondrent rapidement. L'expédition de l'éclair échue, tout Saint-Louverture est capturé, mais la résistance ne faiblit pas. Et en 1804, l'indépendance d'Haïti est proclamée. Pour le colon, c'est une nouvelle perte, plus brutale encore. Pour l'État, c'est la fin d'une illusion. La reconquête militaire a échoué et avec elle, le projet d'un empire caraïbe sous le contrôle français. Après l'échec cuisant de l'expédition de Saint-Domingue et la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1804, un tournant s'opère dans la politique coloniale française. Loin de mettre fin au secours, la défaite ouvre plutôt une parenthèse. Une décennie où l'espoir d'une reconquête se fait plus discret, sans toutefois disparaître.
Napoléon, absorbé par ses campagnes en Europe, relègue peu à peu les ambitions atlantiques au second plan. Dans les discours publics, Saint-Domingue devient un sujet tabou. La presse est surveillée, les débats censurés et la mémoire de l'expédition de Leclerc est effacée. Pourtant, en coulisses, l'administration continue à gérer les suites de l'échec. Les secours aux colons ne sont pas interrompus, ils se poursuivent, mais dans un cadre de plus en plus bureaucratique et contrôlé. En 1806, leur gestion est transférée du ministère de l'Intérieur à celui de la police, un changement révélateur. Il ne s'agit plus seulement de venir en aide aux colons ruinés, mais de surveiller, de contenir, d'organiser leur présence sur les territoires métropolitains ou dans les colonies restantes. Dans les faits, les secours se normalisent. Il devient une routine administrative, un filet de sécurité pour une population déracinée, mais encore influente. Mais cette apparente neutralité ne signifie pas oubli. Au contraire, dans les cercles coloniaux, la mémoire de Saint-Domingue reste vive. Le projet d'un retour, d'une reconquête, d'une restitution n'a pas disparu. Il est seulement mis en attente, suspendu, en attente de conjonctures plus favorables. Parallèlement, la politique coloniale ne s'étend pas, mais se réorganise activement dans les autres territoires ultramarins. La décennie 1803 et 1814, loin d'être un simple interlude, constitue un moment central de redéfinition impériale. Tandis que la reconquête de Saint-Domingue est différée, les pouvoirs napoléoniens investis dans la consolidation de son autorité au Mascareigne, en Guyane, en Guadeloupe ou encore en Martinique. Cette réorganisation n'est pas improvisée. Elle prolonge les logiques héritées du directoire, en particulier celles portées par les colons clichéens, tout en les adaptant à une stratégie de gouvernement différenciée. On y observe la mise en place d'un système juridique administratif différentialiste où l'ordre colonial repose sur une stricte hiérarchie raciale, une centralisation accrue de pouvoir et une défiance profonde à l'égard des populations affranchies. Autrement dit, les échecs à Saint-Domingue n'empêchent pas l'Empire de poursuivre ailleurs son projet colonial. Ils en déplacent les modalités. Les silences apparents masquent une réorganisation profonde qui servira de matrice aux ambitions de reconquête des années 1815-1825. Et à partir de 1814, avec le retour des Bourbons, une nouvelle phase s'ouvre. Les anciens colons de Saint-Domingue, bien que désormais privés de leur île, n'abandonnent pas leurs revendications, bien au contraire. Le contexte a changé. Haïti est indépendante, l'abolitionnisme progresse, les préoccupations européennes dominent. Mais les demandes, elles, se réorganisent. Les secours, qui depuis 1794 avaient été un utile d'assistance, prend peu à peu une autre dimension. Il devient un levier de reconquête, un moyen pour définir les liens entre les colons et l'État monarchique. Entre 1814 et 1825, une multitude de projets, de brochures, de mémoires circulent. Leurs auteurs, d'anciens planteurs, des négociants, des officiers, des juristes, tout pensent les secours non plus comme un simple appui économique, mais comme un outil politique destiné à rétablir la propriété, la hiérarchie et la souveraineté française sur un territoire perdu. Un exemple frappant, Flassin, de 1801, imagine une colonisation militaire. De jeunes soldats s'installeraient à Saint-Domingue, armés, encadrant une main-d'œuvre noire soumise à une servitude temporaire. Son idée, longtemps marginale, devient un modèle repris tout au long de la Restauration. D'autres, comme Desmoulins en 1814, veulent éviter les erreurs du passé. Pas question de repérer l'échec sanglant de Leclerc. Ils proposent une reconquête graduelle. Il faut garantir une certaine liberté aux anciens esclaves, mais seulement à ceux qui savent lire et qui ont servi dans l'armée. Les autres, retour aux plantations sous la surveillance des soldats blancs. À l'opposé, Bercan du Vallon appelle à une nouvelle expédition militaire forte et organisée. Il ne s'agit plus seulement de reprendre possession de l'île, mais aussi d'indemniser les planteurs pour leurs anciens esclaves considérés sans détour comme des biens perdus. Les secours devient ainsi un préalable à une indemnisation intégrale des pertes, y compris humaines. Et certains vont encore plus loin. En 1822, un mémoire anonyme, Les Cris des colons, propose carrément de réintroduire des milices blanches composées uniquement des colons ou d'Européens envoyés dans l'île. L'idée est simple. Redonner aux anciens maîtres les droits d'exercer la violence légitime comme au temps de l'Ancien Régime. Les secours ici est clairement lié à une promesse de réappropriation armée, une mémoire coloniale transformée en programme politique.
Mais c'est en 1821, dans les textes « Droit de souveraineté de la France sur Saint-Domingue », que ces revendications atteignent leur pleine maturité idéologique. On y développe une triple démonstration. D'abord, le droit historique de la France à posséder l'île. Ensuite, l'existence d'un pacte fondateur entre les rois et les colons. Je vais terminer. Enfin, la dénonciation des ruptures provoquées par la Révolution. Dans cette logique, le secours n'est plus un geste de générosité. C'est une dette contractuelle, une obligation morale et politique. Mais cette revendication s'accompagne d'un profond malaise, car sans projet de reconquête clair, le secours apparaît aux yeux des colons comme humiliant, un pansement là où ils exigent justice et restitution. Dans l'ensemble de ces projets, on voit apparaître un glissement. Le secours cesse d'être une étape vers la reconquête ou la restauration impériale. Il devient une solution de repli, tantôt méprisée, tantôt transformée en levier d'influence. Et surtout, il change de nature. Ce qui, sous l'ancien régime, était fondé sur un pacte entre souverains et colons, une forme d'échange politique, devient une simple paire privée à compenser. Le colon n'est plus un acteur impérial, il devient un propriétaire dépossédé. C'est ce changement qui prépare les terrains à l'ordonnance de 1825. Non pas comme réparation, mais comme clôture juridique d'un contexte politique. Car en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, les anciens esclaves doivent payer. La fameuse dette d'indemnisation les rend débiteurs de leur propre liberté. Conclusion. Au terme de ce parcours, il apparaît que les secours aux colons ne furent jamais des gestes neutres ni strictement humanitaires. À chaque étape, révolution, consulat, empire, restauration, ils ont servi de vecteurs pour d'autres objectifs pour les colons. Restaurer un ordre social, appuyer un projet militaire, réclamer une réparation morale ou économique. En cela, il constitue un observatoire privilégié de la manière dont la France a tenté, sans jamais y parvenir pleinement, de gérer la fin de l'Empire dans une colonie où la révolte servile s'était traduite par une révolution politique. Dans les discours des colons, le secours n'est jamais séparé de la logique de reconquête. Qu'il soit militaire, juridique ou symbolique, il est toujours présenté comme une étape provisoire, un acompte vers la restauration. Même lorsque l'option guerrière recule, l'idée d'un dédommagement intégral, incluant parfois les propriétés humaines, persiste, imposant une lecture du passé qui refuse l'irréversibilité de la rupture. L'ordonnance de 1825 cristallise cette tension. Elle met fin à la fiction de souveraineté en Haïti, tout en imposant aux anciens esclaves une dette comprise de leur indépendance. Par ce geste, la monarchie tente de solder le contentieux colonial. Elle clôt juridiquement un conflit politique en le transformant en affaire civile. Mais cette clôture n'est possible que par une inversion spectaculaire des responsabilités. Ceux qui ont conquis leur liberté doivent désormais la payer. Ainsi, étudier les secours, c'est interroger les formes par lesquelles un empire cherche à survivre à sa propre disparition. C'est aussi comprendre comment la mémoire coloniale s'est reconstruite autour de la perte, non pour l'assumer, mais pour tenter encore d'en tirer profit. Merci beaucoup de ce très bel exposé. Vous nous avez emmenés jusqu'en 1825 et je crois que nous en sommes très, très reconnaissants. Je suis désolé de vous avoir coupé un peu, mais c'est aussi pour préserver le temps du débat. Je crois que nous avons eu vraiment deux très, très bonnes contributions sur ces mesures ou sur ces débats qui ont précédé les indemnisations de 1825. Comme vous l'avez très bien dit, Madame Maffei, sur ces questions qui peuvent paraître par certains côtés techniques, en réalité, derrière, il y a des débats qui sont profondément politiques. Et je voudrais vous remercier tous les deux pour la grande clarté de vos présentations. Alors peut-être pour me tourner tout de suite vers la salle, et avant de recueillir un premier tour de questions, peut-être deux questions très, très rapides à l'une et à l'autre. Peut-être, Madame Maffei, moi j'ai été extrêmement intéressé par le lien que vous avez fait entre les milices des années 1760 et ces opérations de reconquête, cette transformation des colons, ce retour des colons en colons soldats, cette réinvention des colons en colons soldats sous la Révolution, c'est très, très saisissant. Mais je me demandais dans quelle mesure le modèle révolutionnaire du citoyen soldat avait aussi pesé dans cet imaginaire, dans cette mobilisation de l'imaginaire. Et puis pour vous, Rémi, peut-être là aussi une question assez rapide. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur la naissance de ces techniques administratives de gestion de ces émigrés. Vous avez évoqué la culture de l'assistance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'héritage de l'économie du service, en fait, parce que quand on regarde les dossiers de carrière des personnels
coloniaux, on retrouve un peu les mêmes mécanismes de pensions qui sont reversées des parents vers les enfants. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cet héritage-là qui peut être mobilisé? Voilà, peut-être en quelques mots avant de se tourner vers la salle. Oui, alors merci pour cette bonne question. Alors, moi j'ai l'impression que les colons en général, ils profitaient du langage révolutionnaire partout. Donc, ils avaient vraiment une capacité de s'adapter aux logiques révolutionnaires pour se montrer toujours comme des victimes, mais en même temps comme les hommes qui pouvaient restaurer la colonie, faire restaurer l'ancienne splendeur, etc. Et donc, ils s'emparent, à mon avis, de l'idée du citoyen soldat, même si sous l'Ancien Régime, au contraire, la plupart refusaient tout le temps les milices. Et ça étonne un peu. Mais l'idée, c'était que aux colonies, à ce moment-là, il n'y avait pas des esclaves armés par les planteurs et gérés par les planteurs, par les officiers blancs, etc. Mais il y avait des gens qui étaient libres et qui étaient armés et qui étaient des citoyens armés et qui portaient les armes, et les armes étaient les symboles de la liberté. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il faut les remplacer. Alors, qui est vraiment les Français, les citoyens français à plein titre? Les Noirs ou les Blancs, dépossédés, etc. Et donc, vraiment, à mon avis, ils ont eu la capacité, à la fin, on ne sait pas vraiment si les gens croyaient à ce qu'ils disaient, mais en tout cas, ils ont eu la capacité de s'emparer d'un langage révolutionnaire pour déqualifier les Noirs, que dans ce moment-là, ils étaient considérés des citoyens comme tous les autres. Et donc, vraiment pour voler ces titres, ils ont utilisé cette idée de citoyen soldat. Oui, alors je suis absolument d'accord avec vous. Il y a de toute façon des continuités. Là, dans le système des pensions, on le voit quand on compare ce qu'on voit au début du 19e siècle, la thèse de Benoît Carré, notamment sur les pensions au 18e siècle. Donc oui, il y a sans doute cette logique il y a effectivement des pensions qui se prolongent, qui sont transmises ensuite dans le sein de la famille. Néanmoins, ce que j'ai cru voir malgré tout, mais tout ça reste encore à creuser, hein, je le reconnais bien volontiers, c'est que malgré tout, dans la détermination des premières pensions, la question des besoins réels est prise en compte. Et j'ai vu quand même passer, il y a, au moment où arrivent ces pensionnés qui se trouvent encore en Grande-Bretagne, se pose la question, il y a une révision, est-ce qu'ils méritent ou non les pensions? On voit d'ailleurs à ce propos que tous n'ont pas émigré forcément sous la Révolution, mais on maintient parfois la pension parce qu'il y a une femme, des enfants, et donc à ce moment-là, on décide de maintenir la pension. Mais que cela s'inscrive dans des logiques plus anciennes d'assistance à des serviteurs. Il y a de toute façon un lien qui est quand même créé, c'est aussi le fait que ce soit payé sur les fonds de la liste civile est censé créer un lien directement entre le souverain et un peuple d'émigrés, de Vendéens, peut-être de victimes de la Révolution, peut-être au-delà. On voit qu'ils tentent de l'élargir quand même à la fin. Mais il y a quand même un lien qui est créé, bon, qui ne fonctionnera pas, hein, ça ne changera pas le destin de la monarchie, mais malgré tout, ils sont à la recherche d'un public rétribué encore une fois sur les fonds de la liste civile, qui sont bien distincts cette fois-ci des fonds de l'État. C'est la grande différence avec le XVIIIe siècle. Je pense que nous avons le temps pour un échange de questions, peut-être pas dépasser 13 heures, mais je t'en prie, Frédéric. Alors, moi, j'ai deux petites questions. Est-ce que la mise en place des indemnités de 1825, que ce soit pour les planteurs et pour les immigrés de France, modifie l'utilisation de la pension civile? Parce qu'on pourrait se dire que ces personnes étant indemnisées, alors est-ce qu'on a des croisements de listes qui... Enfin, voilà, de manière plus prosopographique qui sont faites. Et puis, l'autre question, je voulais savoir quel est le montant de ces secours. Là, je parle pour les planteurs, enfin, pas seulement les planteurs, hein, pour les habitants de Saint-Domingue. Et est-ce que ces secours continuent à être versés après l'indemnité? Parce qu'il peut très bien y avoir des gens de Saint-Domingue qui n'étaient pas propriétaires de quoi que ce soit. Et voilà.
Bon, dans ces cas-là, je réponds. Je voulais en parler, et puis le temps pressant, j'ai coupé, mais j'avais annoncé que j'en parlerais, donc c'est très bien qu'on me pose la question. Oui, il y a une révision des pensions qui est faite aussi après l'indemnité, donc un certain nombre de pensions sont supprimées. Il faudrait que j'en établisse la liste, le nombre exact, hein, ça n'est pas encore fait. En revanche, on a beaucoup aussi, dans une proportion qui reste à déterminer, qui sont rétablis. Elles sont supprimées. Parce que normalement, la pension sur les civils ne peut pas être cumulée avec un autre revenu. Il faut pour cela qu'il y ait une exception qui soit décidée. Normalement, ça fait tomber d'une manière très curieuse. C'est des pensions sur les civils, aucun compte à rendre, mais de manière générale, elles sont supprimées dès qu'on apprend qu'il y a un autre moyen d'existence. Ils doivent d'ailleurs remplir sur leurs états dits chaque année, déclarer qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'existence, sauf s'ils ont âgé de plus de 60 ans. Dans ce cas-là, on considère qu'ils ne pourront pas trouver de place, de nouvelles places. Donc oui, il y a eu des suppressions, il y a eu des vérifications, mais ensuite ça a été rétabli pour un certain nombre d'entre eux. Merci pour la question. Ah, oui, moi, je n'ai pas regardé exactement toutes les familles qui, après les indemnisations, ont obtenu ou pas des secours, mais je sais que jusqu'à 1830, oui, je suis certain, car j'ai trouvé des pétitions de femmes, par exemple, qui en occasion d'une loi qui, bien évidemment, changeait la question des secours par rapport à les fils des émigrés, à les fils des planteurs, à les fils des colons qui étaient nés après l'incendie des Cap Français. Ils voulaient pas donner de l'argent à les gens nés après l'incendie des Cap Français. Donc il y a eu toute une réflexion entre parmi les députés à qui il faut donner ou pas l'argent. Et il y a des pétitions des femmes surtout qui disaient mais moi je suis une femme, j'ai perdu mon mari, à la fin j'arrive. Oui, c'est vrai, on a été indemnisés, mais moi j'ai 3 filles, elles sont orphelines de leur père. Comment j'arrive à payer? Après, oui, on avait une plantation à Saint-Domingue, mais on a obtenu presque le tiers de ce qu'elle valait, quelles étaient les valeurs avant la Révolution. Et alors, je sais que jusqu'à 1830, il y a encore des secours. Après, je ne sais pas, mais peut-être, mais je ne sais pas. Merci. D'autres questions? Oui. Je vais vous donner le... Vas-y, je m'en occupe. Laisse un micro là. C'est qui? Oui. Merci. Une remarque sur ce qui vient d'être dit, puis une petite question. Parfois, les commissions justement de règlement de l'indemnité ont été longues à se prononcer, y compris donc parfois ça a tardé jusqu'à la monarchie de Juillet. Donc dans ces cas-là, c'est logique de proroger les secours tant qu'il n'y a pas la pension qui est ordonnée. Moi, je me demandais si dans les pensions d'émigrés, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la proportion importante de population des colonies qui émigrent, est-ce qu'on trouve justement un croisement? Est-ce qu'il y a des émigrés qui alors, on sait que beaucoup n'étaient pas résidents, mais enfin, quand même, un certain nombre l'étaient. Est-ce qu'il y a des émigrés haïtiens, résidents en Haïti, et qui sont donc dans la liste civile, puis après, surtout, dans le milliard, justement? Alors, pour être très honnête, comme j'ai dit, pour l'instant, je m'en suis arrêté à une évolution plus quantitative que réellement sociologique. Ça viendra, mais il y a une trentaine de registres, une trentaine de cotes en tout cas aux archives nationales, plus toutes celles que j'ai déjà consultées. Il y en a pas mal. Mais dans ce que j'avais vu, j'ai quand même fait quelques sondages. On en croise. Mais ce n'est pas une catégorie concernée. Les grandes catégories, c'est plus des catégories par profession. Alors, il y a les ecclésiastiques d'un côté, il y a les anciens militaires. J'ai vu qu'il y avait des registres sur les anciens magistrats. Il y a des catégories géographiques, ceux qui sont encore présents, notamment en Grande-Bretagne. Je n'ai pas vu qu'il y ait eu une focalisation particulière sur les anciens émigrés de Saint-Domingue. Mais
on en retrouve nécessairement dans le lot. Alors, émigré de Saint-Domingue ou ayant eu des biens à Saint-Domingue, mais ça viendra dans un second temps quand je m'attaquerai notamment au papier de M. de Rochefort, du mystérieux M. de Rochefort, qui présente généralement un état assez détaillé des demandes et une analyse et recoupe par des renseignements pris auprès des préfets, etc. Mais il y en a nécessairement. Mais ça n'est pas une catégorie visiblement pour les fonctionnaires du ministère de la Maison du Roi. C'est laquelle ? Merci. Je voulais vous poser une question, monsieur. C'est où est-ce qu'on peut trouver vos travaux ? Vous voulez dire les chiffres ? Les chiffres, on les trouve aux archives nationales. C'est dans la sous-série O3. Vous avez ici, je pourrais vous donner les cotes, mais enfin c'est assez massif. Mais dans les papiers comptables de la Maison du Roi, notamment du Trésor, de la liste civile, vous retrouveriez. Il faudrait prendre pour les exercices, pour les dépenses, c'est O3 de 1960 à 1972, si ma mémoire est bonne. Enfin bon, je pourrais vous les donner en détail. Là, je vous avoue, je ne les ai pas tous en tête. Alors, d'abord, merci Amanda Maffei. Je n'ai pas de question particulière, mais j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et j'ai une question également pour Rémi M. Delacote à propos du profil politique des individus. Vous avez dit que l'attribution n'était pas politique. J'aimerais savoir ce qui vous permet de le dire tant que vous n'avez pas fait la sociologie des individus. D'autant plus que dès lors que vous travaillez sur les bénéficiaires, en fait, on n'a qu'une partie des éventuels concernés. Est-ce que, par exemple, ceux qui ne demandent pas la pension à laquelle ils ont droit, est-ce que dans ce lot-là, il y en a qui auraient été rattrapés parce qu'on les connaît, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas différents biais, en fait, et est-ce que vous ne pensez pas que vous aurez un éclairage différent une fois que vous aurez fait la sociologie et la sociologie politique de ces individus ? Si, sans doute, mais j'avais bien dit, il me semble que ça fonctionne davantage comme un bureau d'assistance. Alors j'ai néanmoins, j'ai fait quelques coups de sonde quand même dans ces registres. Par exemple, pour vous donner en 1819, il y a une considération politique, il y a une demande faite par un ancien émigré qui est repoussée parce qu'il est jugé comme royaliste exalté. On est en 1819, on estime qu'il a suffisamment de moyens et c'est un royaliste exalté, donc il est écarté. C'est l'époque de Cazes. Ce que j'ai vu quand même, j'ai repris le registre de ceux qui étaient pensionnés par l'Angleterre et il y a une processus de révision qui porte sur... on a à l'époque, je crois, 150-200 noms. Je ne saurais pas le dire exactement, je n'ai pas établi la comptabilité, mais j'ai quand même lu assez largement le registre. On voit que très souvent, on propose la suppression de la pension. Elle est maintenue pour des raisons philanthropiques, on va dire, parce qu'il y a des enfants. Et dans ce lot des personnes qui sont présentes en Grande-Bretagne et qui ont eu droit à être pensionnées par le gouvernement britannique, certains n'ont pas émigré sous la Révolution. On relève parfois que certains n'ont rien perdu, qu'ils sont venus après, qu'ils sont venus pour d'autres raisons. Donc c'est vrai que cela, c'est noté. Et pourtant, assez souvent, les pensions en question, qui pourraient être sur la sellette, sont maintenues. Donc peut-être qu'ensuite, j'aurai un autre regard quand j'aurai dépouillé l'ensemble. Mais ce que j'ai vu déjà me montre que ce n'est pas aussi simple que ça. Et finalement, les considérations politiques ne l'emportent pas systématiquement de ce que j'ai pu voir. Mais évidemment, cela reste à confirmer. Après, on sait de toute façon que ça n'est pas non plus complètement innocent. Les ecclésiastiques, par exemple, pour les listes ecclésiastiques que je connais mieux, elles sont dressées par les évêques, non des missionnaires. Pour Monseigneur de Béthisy, Monseigneur de Caux, ça oriente déjà en partie les règlements qui seront proposés. Mais ça n'empêche pas qu'on retrouve à côté de ces ecclésiastiques-là, qui sont restés jusqu'en 1814 en Grande-Bretagne, comme j'avais pu le repérer il y a quelques années, quelques ecclésiastiques qui sont intégrés alors qu'ils sont déjà rentrés avant, qui se sont pour certains ralliés à l'Empire, etc. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de critères politiques, je pense que ce n'est pas le seul. Et ça m'a paru intéressant par rapport à ce qu'on imagine, de montrer justement qu'il y a peut-être quelque chose de plus complexe. Oui, merci beaucoup. Merci aux collègues pour leurs exposés.
deux choses. La première, c'est à propos des secours, jusqu'à quand ils sont versés. Les travaux de Frédéric Beauvois et Jean-François Brière indiquent qu'ils sont payés jusqu'à la fin du 19e. Donc c'est bien sûr à leurs descendants. Donc ça, c'était la première chose. Et une question à Madame Maffei, je l'aurais posée après coup, mais comme vous avez dit que vous n'allez pas rester, donc je la pose maintenant. Entre guillemets, à un moment, vous dites, en parlant des Haïtiens, des Haïtiennes, qu'en France, il serait donc, dans les années 1822, 23, 24, que c'est à eux, ouvrez guillemets de vos propos, d'être débiteurs de leur propre liberté, de leur propre indépendance. C'est un propos qui est dans l'opinion publique à l'époque. Vous faites écho d'une opinion dans les mémoires dont vous parlez, ou c'est à travers des textes d'État que vous auriez repéré ça? Parce que je trouve intéressant, je ne savais pas. Voilà. Oui, alors, il y a des mémoires où ils ne sont pas si explicites, mais ils commencent vraiment, du moment où on ne peut pas reprendre Saint-Domingue par la guerre, par une expédition militaire, alors il faut exiger que les Noirs paient la liberté et qu'ils ont pris, car nous, on ne va pas faire la guerre pour récupérer l'île. Donc, il y a toujours une sorte de disqualification et discréditation. Ils discréditent ce que les Noirs ont fait toujours, jusqu'à la fin, vraiment, jusqu'à 1825. Pour eux, les Noirs n'étaient pas capables de gérer et même de garder la liberté. Alors, c'est la France qui, à la fin, donne la liberté. Et donc, c'est une idée plutôt partagée par les colons de, OK, ils ont obtenu la liberté, alors il faut payer pour ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'à mon avis, la question de la guerre est très, très importante, la question de l'expédition militaire, même si normalement on dit, ben non, les députés ont choisi qu'on pouvait pas, le roi a choisi qu'on ne pouvait pas organiser une nouvelle expédition, mais à mon avis, en tout cas, cette idée, il y avait toujours au fond. Et voilà. Et quant à l'autre réponse, en fait, je ne suis pas sûr qu'elle porte exactement sur ce dont j'ai parlé. Pour ce qui est des pensions sur les listes civiles, elles sont liquidées après 1830. Je pense que vous parlez plutôt des indemnités qui, je crois, effectivement... Alors, dans ces cas-là, c'est peut-être plutôt ma collègue... Est-ce que c'est la même chose pour les immigrés? Est-ce que les immigrés, la fin de la liste civile en 1830, alors, il y a des pensions... Pardon. Il y a des pensions qui ont sans doute été maintenues par la liste civile, par les liquidateurs de la liste civile, donc au début de la monarchie de Juillet, qui ont fait une révision générale de ces pensions. Il faut encore que j'établisse lesquelles ont été maintenues. Et si on arrive à trouver sur quels critères, ce sera encore mieux. Et oui, merci. Effectivement, oui. Moi, franchement, je n'ai jamais regardé tous les cartons aux archives des années après la monarchie de Juillet, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée en 1830, car je ne savais pas si ça changeait, s'il y avait des autres lois intégrées à les lois précédentes. Je ne le savais pas, alors pour être sûre, je me suis arrêtée avant le 1830. Très bien, merci infiniment à nos deux conférenciers. Merci pour cet échange. Bravo.